Nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Savoie News le président de la CPME Savoie, Patrick Riquero. Parler de plein de choses, du guichet unique, de l'actualité la retraite avec la manifestation un peu partout en France et en Savoie qui aura lieu ce mercredi. Et puis il y a aussi la tarification électrique, tout comme les chèques essence qui viennent de faire leur apparition. Premier sujet, les vœux. La CPME cette année a décidé de décentraliser ses bons vœux. Oui, on est à l'époque des vœux. C'est toujours difficile de trouver une date idoine qui corresponde à tout le monde, y compris un lieu géographique. Donc, à l'image de ce que j'avais lancé en 2016 sur les ambassadeurs, cette année, on a complètement délocalisé en se retrouvant sur 8 points différents. Et c'est tant mieux, et c'est très apprécié, parce qu'on avait besoin, au bout de 2 ans de Covid, de se revoir, d'échanger directement, de prendre nos informations et nous-mêmes de les reporter à l'égard des parlementaires que j'ai l'honneur et le plaisir de rencontrer assez souvent et de faire remonter très souvent à la CPME nationale. Quels sont les échos que vous entendez à travers les différents entrepreneurs que vous croisez, les PME que vous suivez? Alors c'est un peu ambivalent parce qu'il y a l'activité. On est dans une belle région, avec une fracture territoriale importante, mais dans un département extrêmement dynamique, à côté d'un autre département, la Haute-Savoie, aussi dynamique. Donc il y a un carnet de commandes, il y a l'activité, il y a des projets, mais en même temps, on ne sait pas, entre guillemets, comment on va atterrir. Je le dis d'ailleurs au service de l'État depuis 2-3 ans, on a passé une période un peu sous oxygène. La situation était un peu tronquée. Il y a la trésorerie par le biais des PGE, du plan rebond, du prêt montagne. Les URSSAF n'ont pas bougé, donc il n'y avait pas de dépôt de bilan. Mais aujourd'hui, on est en train de tirer les comptes et on voit bien l'augmentation des dépôts de bilan. Il y en a plus de 60% en un an. Donc c'est une situation très incertaine, et tous les 6 mois, il y a une couche supplémentaire qui vient de s'ajouter. On a eu les matériaux, la crise énergétique et dernièrement la facture d'électricité. Ça déstabilise un peu le moral des troupes. Ça déstabilise surtout au niveau des marges qui sont extrêmement rabotées, au niveau des trésoreries qui fondent sur neige en soleil. Et on est très inquiet sur le futur, non pas en termes de plan de charge, mais simplement en termes comment on va passer ce cap-là, parce qu'on ne peut pas bouleverser notre tarification. Alors, on en vient à un des sujets que vous vouliez aborder aujourd'hui, c'est le guichet unique. C'est vrai que si on veut créer une société aujourd'hui, si on veut changer ses statuts, il faut passer par l'INPI. Habituellement, c'était la CCI, la CMA, etc. Et là, j'ai l'impression que déjà, c'est pas tout à fait au point, mais il faut que ça se mette en place et que c'est peut-être un peu plus complexe pour ceux qui veulent s'investir. Alors, de tout temps, pour créer une entreprise, Bernard Tapie l'avait souligné dans les années 80, c'était un peu le parcours du combattant par rapport aux États-Unis où en 2-3 heures, on pouvait créer son entreprise. Donc l'idée de fond, elle est louable parce que d'avoir un guichet unique, dématérialisé, donc ça c'est très bien. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps et il faut avancer avec sa génération, faut avancer dans le temps. Par contre, il faut mettre les moyens pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, les premiers résultats, ils sont ubuesques. On a des anciennes sociétés qui sont reprises avec des anciens dirigeants, etc. Il y a des bocs énormes. Bon, je pense que l'État va faire ce qu'il faut pour résoudre très rapidement. Je l'espère, mais ça, c'est la forme, c'est le mode d'exploitation aujourd'hui. Pourtant, ça a été convenu par la loi PAC de 2019, et on le sait depuis 2 ans que ça va être mis en place au 1er janvier 2023. Ce qui me gêne le plus, c'est une compétence qui appartenait avant, donc aux chambres consulaires, CMA entre autres, CCI entre autres, et il y a eu un transfert de cette compétence. Alors, je fais une petite question, que reste-t-il aujourd'hui aux chambres consulaires? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a perdu l'apprentissage. Là, aujourd'hui, on perd la création des entreprises. Donc, c'est un peu compliqué. Et dans le sens où s'il y avait
une institution comme les chambres consulaires qui connaissaient bien les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, c'était bien ces chambres-là parce qu'elles sont gérées elles-mêmes par des entrepreneurs, des commerçants. Et aujourd'hui, c'est un organisme d'État. L'INPI, c'est un peu surprenant. L'Institut national de la protection de l'industrie, entre autres, ce sont les brevets que l'on dépose. Par contre, ce qui est aussi extrêmement gênant, c'est qu'au fil du temps, il n'y a plus de formation pour démystifier le rôle d'un gestionnaire. Les 5 jours avant de formation. D'un gestionnaire. Il y a très longtemps, il y avait une semaine, on est passé à 5 jours, à 3 jours, à 2 jours. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'était fait par les chambres consulaires, il me semble. Avoir une compétence métier, c'est pas avoir une compétence gestion. On se met à son compte, comme je l'ai dit souvent, et je le répète aujourd'hui, c'est rare qu'un boucher, on va prendre un boulanger, tiens, c'est dans l'air du temps, c'est rare qu'un boulanger se met à son compte par la passion du droit fiscal ou de la comptabilité, mais il ne pourra pas échapper à cet environnement-là, et c'est important qu'on puisse démystifier ce métier. Il ne suffit pas de croire que remplir uniquement une feuille Excel en mettant des croix dessus, on devient par magie entrepreneur. On le voit bien d'ailleurs dans les ratios. Il y a 10 ans, la pérennité fragile d'une entreprise, c'était 5 ans. Si elle passait 5 ans, on pouvait se dire qu'elle pouvait avoir une bonne pérennité. Aujourd'hui, les autres entrepreneurs, c'est 2 ans et demi. Je pense qu'avec ce système, si on ne le change pas, si on n'oblige pas une formation, si on ne démystifie pas le métier d'entrepreneur, de commerçant, d'artisan, on va aller sur des résultats très compliqués et difficiles parce que faut savoir que la personne elle s'engage financièrement, elle sera caution personnelle. Donc si son entreprise capote, peut-être qu'ils vont payer toute leur vie. On est bien d'accord. Allez, un sujet qui est brûlant cette semaine, c'est la retraite. Le système est dépassé, on le sait. Il faut trouver des nouvelles solutions. Est-ce que celle, d'après vous, qui a été proposée par le pouvoir est bonne? En tout cas, plus de la moitié des Français pensent que non. Vous avez défilé, vous Moi, je n'ai pas les moyens de défiler. Les gens qui défilent, je ne fais pas un procès d'intention, c'est 3% de la population active, c'est des gens qui eux-mêmes partent à 53, 55 ans à la retraite. Ils sont contre la retraite à 64, 65. Bon, parenthèse étant, il ne m'appartient pas aujourd'hui de donner un avis politique, certainement pas. La retraite, d'abord, on fait un petit historique. Elle a été créée en 1945, 46, 47, avec des ordonnances qui se sont suivies. Par construction, c'était un bon système. D'ailleurs, un des pères fondateurs de la retraite, c'est Ambroise Croizat, qui est un Savoyard, qui est décédé en 1951. Et je dirais, eu égard non pas à la politique, mais eu égard à la démographie, on partait travailler pour beaucoup à 14 ans. Il faut savoir que l'obligation d'aller à l'école à 16 ans, elle vient bien après, c'est l'ordonnance du 6 janvier 1959, et on allait jusqu'à 65 ans, et on mourait à 67 ou 68, dans des conditions aussi, j'ai eu l'occasion, étant jeune, d'aller très très souvent à Eugène-Savoie, c'était Péchinet, Eugène Kuhlmann à l'époque, c'était dans des conditions dignes de roman. La pénibilité du travail. Digne d'Émile Zola. Et ça a changé aussi. Oui, ça a très changé. Et c'est sur ce point-là que je voudrais venir, parce que l'âge civil aujourd'hui ne correspond pas à ce qu'on pouvait imaginer il y a 40, 50 ou 80 ans. Ce qui est important, je suis dans un métier du bâtiment et je vois bien, quand vous passez 50 ans, 55, 60 ans, il y a beaucoup de personnes, on n'est pas équitable sur la santé. Vous voulez dire. D'abord, physiquement, à 50 ans, on peut être cassé, entre guillemets. Et là, il faut quand même reclasser alors les personnes. Reclasser les personnes. D'abord, il faut prendre en compte la pénibilité beaucoup plus que ce qu'il en est aujourd'hui, notamment dans le métier du BTP, parce que j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup d'attention à cet égard. Et il y a aujourd'hui, en amont de tout ça, parce que in fine, ça coûte cher à tout le monde, il faudrait qu'on puisse avoir un dialogue. On ne l'a pas du tout aujourd'hui avec les médecins du travail qui vous mettent des personnes 1 an, 2 ans, 3 ans en arrêt. Dès qu'on pose la question, c'est le secret médical, et tout d'un coup, ces gens-là, on nous les redonne, comme si c'était du matériel, alors que ce sont des êtres humains.
Et là, on pourrait peut-être les reclasser dans le sens où ces gens-là, s'il ne faut pas assumer physiquement leur métier, c'est des gens qui ont 20, 30 ans, 40 ans de métier. C'est important qu'ils puissent peut-être transmettre leur savoir. Ça existait d'ailleurs dans le contrat de génération qui a été supprimé en septembre 2017. Mais ça, c'est le yo-yo fiscal, c'est le yo-yo des lois. Dès qu'il y a une alternance politique, on détricote tout et on a l'impression 2, 3 ans après de réinventer le monde. C'est une histoire sans fin, hein, cette retraite. C'est important. Au mieux de passer des gens en retraite, on pourrait peut-être prendre des dispositions, des dispositifs pour qu'ils puissent transmettre leur savoir aux jeunes qui arrivent dans les métiers. Alors, on va terminer avec le chèque essence à 100 € pour ceux qui ont des revenus inférieurs à 14 000 € par an. Là aussi, vous êtes remonté sur le sujet ? Ben, je l'avais évoqué sur votre plateau au mois de novembre, d'ailleurs. J'avais dit au mois de novembre que j'avais lu avec intérêt. J'étais quand même inquiet si en l'état, c'était mis en place à partir du 1er janvier, pardon. Et je le dis, et je le répète, on va tous à la même pompe, qu'on soit commerçant, artisan, retraité, etc. Donc, il aurait mieux fallu réduire un peu moins peut-être à la pompe, mais réduire d'une manière équitable. Alors, quand on disait ça, quand la CPME, dès le mois de mars, avait dit qu'il faut réduire à la pompe, on nous expliquait que ce n'était pas possible. Finalement, ça s'est fait. Et là, on revient dans un chèque de 100 €, mais qui va percevoir ce chèque ? Surtout qu'administrativement, il faut faire des démarches, qui va percevoir ce chèque ? Les retraités n'y ont pas droit. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne roulent plus les retraités, c'est fini, ils n'ont plus de permis. Il y a une zone géographique, il y a un chiffre d'affaires, il y a un revenu. Alors, on parle toujours des bas salaires, mais la personne qui travaille à 2 dans un couple, qui a 2 voitures pour se rendre au travail et qui ne peut pas faire autrement, eh ben, elle va à la pompe aussi, son pouvoir d'achat, il est au même titre qu'une autre personne. Donc, ce n'est pas du tout équitable. Je vous sens remonter, Patrick Requeiro, mais j'imagine que rester positif en tant qu'entrepreneur pour 2023, quel est le message que vous voudriez faire passer pour y croire encore, finalement ? Y croire encore. Si on n'y croit pas, on ne serait pas entrepreneur, on ne serait pas artisan, on ne serait pas commerçant. Les entreprises, dans sa grande majorité, moi, je suis fier d'être président d'une confédération des petites et moyennes entreprises, c'est 98% des entreprises françaises. Je sais bien que les projecteurs médiatiques sont axés pas sur la CPME, mais sur d'autres organismes qui on a l'impression qu'il n'y a mais on est quand même la représentativité, et d'ailleurs on est la première représentativité en termes d'adhérents, de très très loin, parce qu'on a fait une croissance de 100 000 personnes, 100 000 adhérents en 4 ans, et en ayant contact du terrain, comme je parlais au départ, les entreprises ont fait le job pendant ces années très difficiles, parce qu'elles ont prouvé une résilience positive, c'est-à-dire qu'une résilience, on accepte en l'état ce qui est, mais on ne baisse pas les bras, on retrousse bien les manches, et on n'a pas peur de mouiller la chemise, de prendre des investissements, mais il faut la confiance. Et la confiance, c'est difficile de prendre des investissements, des projets d'entreprise, si on a tous les 6 mois une tarification électrique, le coût des matériaux, etc. C'est quand même, on est positif, il y a des projets, on est dans un beau pays, vous parliez des retraites tout à l'heure, la retraite, allez en Italie, vous allez voir le régime de retraite qu'il y a. Regardez les grèves en Italie, la SNCF italienne a l'interdiction de faire des grèves pendant les jours fériés, pendant les vacances scolaires, et pendant les grands mouvements de population. Il faudrait voir ce qui se passe ailleurs, et vous verrez qu'on est très content d'être en France. On est très content d'avoir aussi ce tissu de PME qui paye tout à 100% et qui ne délocalise pas. On dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais elle n'est pas si mal que ça en France. Alors. En France et en Savoie, elle est bien verte en Savoie. Il manque un peu de neige d'ailleurs. Elle tombe. Merci Patrick Requeiro, bonne année à vous et à bientôt. Merci à vous Laurent et à Savoie News. Merci beaucoup.